Eh bien, salut à tous, salon des sports et des parasports. On est évidemment porte de Versailles, à Paris, pour nos émissions qui s'enchaînent. Et là, j'ai le plaisir de recevoir Tristian Valmier, qui travaille, lui, au CPSF, Comité paralympique et sportif français. Et vous êtes particulièrement en charge, Tristan, du programme chargé de l'inclusion au sein des clubs, le club inclusif. Effectivement, bonjour Bruno. Oui, je travaille au Comité paralympique et sportif français depuis maintenant 3 ans. Je suis en charge du déploiement du programme Club Inclusif, qui est un programme qu'on a impulsé en 2022, qui est un programme qu'on porte avec les collectivités territoriales, d'où notre présence ici au salon. Et l'objectif, c'est que les collectivités sensibilisent leurs clubs à l'accueil de personnes en situation de handicap. Donc nous, on leur propose une ingénierie de projet, on les rencontre, on échange avec elles, on intervient sur leur territoire. Alors on va essayer de pas trop utiliser de jargon pour bien comprendre. Bien sûr. Donc les collectivités locales, on est d'accord, on est juste en marge évidemment du salon des maires. Donc effectivement, toutes les municipalités sont concernées. On sait que le sport représente une part importante du budget des collectivités locales, des mairies notamment. Et donc là, l'idée, c'est que les clubs que tout le monde connaît, que ce soit le club de tennis, de football, de pétanque ou de tennis de table, puissent en son sein accueillir également des personnes en fauteuil, ou alors des personnes qui sont handicapées mentales, ou alors des personnes qui sont éventuellement aveugles. Voilà, toutes sortes de handicaps. Et là, vous allez essayer de faire en sorte que les clubs puissent accueillir des personnes handicapées. Je ne sais pas quel est le meilleur terme. C'est vrai que j'ai toujours du mal avec handicap, mais bon, c'est le sujet quand même. Bien sûr. Alors effectivement, nous, on est parti d'un constat. Aujourd'hui, en France, seulement 1,4% des clubs français se disent en capacité d'accueillir des personnes en handicap. 1,4, donc c'est vraiment proche de zéro. On est vraiment dans un chiffre très très faible. Tout à fait. Et d'autant plus que ces clubs ne sont pas forcément répartis uniformément sur l'ensemble du territoire français, alors que les usagers en situation de handicap c'est plutôt la ville, c'est ça ? Sont de partout. Et dans les gros bassins de vie urbains, on a beaucoup de clubs qui accueillent, mais là, dans la ruralité, c'est pas le cas. Et justement, on doit enrichir la ruralité, on va expliquer. C'est vrai que c'est surtout des questions pratiques. C'est vrai que dans les campagnes, comme vous dites, la ruralité, c'est vrai que ce sont des clubs souvent de toute petite taille. Donc il y a, en général, il y a une, deux, trois personnes qui s'occupent du club et puis une dizaine d'adhérents. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident soit de trouver des créneaux, soit de trouver. Il y a aussi le problème, j'imagine, de l'équipement adapté. Bien sûr, il y a le problème de l'équipement adapté, mais aussi le problème du transport. Parce qu'une réalité, c'est qu'aussi le pratiquant doit se rendre de son domicile jusqu'au lieu de pratique. Et il faut une offre de transport adaptée, puisque vous l'évoquiez, les personnes en situation de handicap, parfois c'est une problématique de motricité aussi. Comment est-ce qu'on s'assure d'un cheminement adapté ? Bonne remarque. Alors, je suis dans la campagne, je vais imaginer une jolie campagne verdoyante, comme il y en a beaucoup en France. Et je suis en fauteuil roulant, ou du moins je suis dans l'incapacité de conduire un véhicule, par exemple. Donc il faudrait trouver quelqu'un ou quelque chose qui me permette d'aller avec mon fauteuil depuis le domicile, l'endroit où j'habite, jusqu'au club où je peux pratiquer éventuellement le tennis de table ou que sais-je. Bon, on va dire le tennis, pourquoi pas. Bien sûr. Alors comment on fait ? Alors là, c'est quoi ? C'est du bénévolat ou on peut envisager d'autres formes ? Non, là-dessus, il y a plusieurs solutions qui existent. Déjà, les collectivités ont des offres de transport en commun, bus qui peuvent être accessibles parfois. Les grosses collectivités, parce que les petites collectivités, je suis désolé, mais il n'y a pas de transport urbain, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de... Bien sûr. Alors c'est pour ça qu'on ne va pas faire une généralité non plus pour toutes, mais certaines, c'est le cas. D'autres, c'est aussi le club sportif peut avoir un véhicule adapté pour transporter les personnes handicap. On a aussi des associations qui existent maintenant qui font de la solidarité. Est-ce que je peux poser une question encore bête, Moi, je suis vraiment dans le terre-à-terre, mais est-ce que toutes les personnes en fauteuil peuvent être transportées dans une voiture normale, dans un véhicule banal, sans aucun équipement ? Non, là-dessus, la pas réponse forcément. est non. Puisqu'on parlait de transfert, tous les véhicules ne sont pas forcément adaptés pour faire un transfert. C'est-à-dire se transférer de son fauteuil jusqu'à une place assise au sein de la voiture. Donc parfois, on a des véhicules adaptés qui permettent... Alors attendez, parce que là encore, je vous posais des questions. Moi, je ne suis pas un grand pro du handicap, mais ça veut dire que c'est impossible d'aller d'un fauteuil à un siège de voiture si on est totalement, par exemple, privé de jambes ou des choses comme ça. Si, ça reste possible, mais des fois il faut quand même des véhicules qui permettent d'avoir une largeur de porte suffisante, une poignée pour se rentrer. saisir et monter dessus. Et certaines personnes, notamment qui sont peut-être plus sur des fauteuils roulants électriques, qui sont des fauteuils un peu plus imposants, qui ne permettent pas justement ce transfert-là, et il faut pouvoir le stocker dans le véhicule. Donc là, on a vraiment des véhicules avec des rampes, où c'est la personne avec son fauteuil qui va monter par la rampe pour pouvoir être ensuite sécurisé. D'accord. Et c'est là où c'est des transports spécifiques et adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Alors, le rôle du CPSF dans tout ça, c'est quoi ? C'est essayer de trouver des solutions, c'est ça ? Vous êtes un peu apporteur de solutions ? Nous, on est vraiment un apporteur de solutions auprès des collectivités, mais aussi auprès du mouvement sportif. Nous, on fédère des fédérations sportives et on représente leurs organes régionaux et départementaux, les comités régionaux, les comités départementaux de ces fédérations-là, pour accompagner leurs projets, pour se dire qu'elles vont développer de l'offre de pratique pour les personnes en handicap. Notamment le programme Club Inclusif que vous évoquiez tout à l'heure en introduction.
c'est le programme qu'on porte aussi bien avec les collectivités, mais aussi avec les fédérations sportives, pour que derrière, ce soit les clubs de ces collectivités, mais aussi de ces fédérations-là qui en bénéficient et qui se sentent outillés pour accueillir des personnes en handicap au sein de leur club. Alors là encore, on va peut-être partir dans le concret. Imaginons un club de football et de rugby. C'est vrai que je n'ai pas parlé des sports collectifs. Comment on fait pour créer, par exemple, une section de rugby en fauteuil, par exemple? On sait que c'était un sport qui était pratiqué pendant les Jeux de Paris 2024. Comment on fait pour créer comme ça une section de rugby fauteuil? Alors, au sein d'un club de rugby. Bien sûr. Déjà, la spécificité du rugby fauteuil, c'est que ça se pratique pas sur un terrain de rugby. Oui, comme ils ont l'habitude de faire là. C'est une salle. Exactement. Donc déjà, c'est échanger avec la collectivité pour trouver un créneau disponible au sein d'un équipement. On sait que c'est une vraie difficulté aussi. Ah oui, le problème des créneaux, il faut trouver. Et souvent, les personnes en situation de handicap sont mal placées. On va dire, on va leur donner le dernier créneau disponible. Bien sûr, mais tout à l'heure, hier, il y a une conférence, je pense, sur la mutualisation des équipements et des créneaux. Et parfois, il y a des créneaux en journée qui ne sont pas forcément utilisés. C'est aussi peut-être s'appuyer sur ces créneaux-là parce que parfois, les personnes on peut imaginer 14h, 15h par exemple. Parce que ces personnes, parfois, sont en établissements médico-sociaux aussi et peuvent du coup avoir plus de disponibilité, peuvent pratiquer durant les créneaux. Ou alors même aussi, on a des créneaux dans des établissements médico-sociaux qui existent parce qu'il y a des équipements sportifs qui sont Ah oui, à l'intérieur des équipements médico-sociaux. Et du coup, on peut pratiquer en son sein. Donc vraiment, nous, c'est accompagner ça, faciliter l'échange entre les écosystèmes qui ne se communiquent pas. Le domaine des collectivités, des clubs avec le domaine médico-social, parce que c'est une réalité aussi. On doit décloisonner cette réalité. Oui, bonne remarque. C'est vrai qu'il y a. Moi, j'en parlais avec Amélie Oudéa-Castéra, qui s'occupe, elle, du CNOSF, Comité National Olympique et Sportif Français. C'est vrai qu'il y a quand même des choses de bon sens à faire. Mais si on revient à mon rugby fauteuil, déjà, la première question, c'est d'avoir un équipement qui existe, c'est-à-dire une salle. On va dire la taille d'un terrain de hand à peu près, c'est ça? Ça, c'est un équipement polyvalent, disons. C'est un polyvalent, et donc un gymnase. Et à l'intérieur de ce gymnase, il faut trouver un créneau disponible. C'est ça. Et ça, c'est plutôt en semaine, on va dire, entre 14h et 17h, et encore pas le mercredi. Voilà. Bien sûr. Après, c'est aussi accompagner la collectivité, peut-être pour travailler à la priorisation de leur politique parasportive, se dire à terme, on a vu certaines collectivités qui l'ont fait, se dire 10% de nos créneaux sportifs au sein de nos équipements sont pour de la pratique para ou de la pratique en mixité. Donc ça permet aussi de réaffirmer parfois une politique parasportive communale, intercommunale, pour réattribuer des créneaux dans les équipements pour des clubs qui veulent accueillir des personnes en handicap. Donc ça permet déjà de résoudre cette difficulté-là. Après, pour continuer à mettre en place ce dispositif-là, cette action d'un créneau de rugby fauteuil, c'est comprendre le matériel dont on va avoir besoin, parce que c'est pas un fauteuil de quotidien qu'on utilise, c'est vraiment un fauteuil pour la pratique sportive. Comprendre quel matériel on a besoin, comment l'acquérir. Donc pour ça, nous on présente aussi des aides et financements qui existent, notamment on parle souvent de l'enveloppe H de l'ANS, qui est une enveloppe qui aide à l'acquisition de matériel spécifique. Et donc on en parle en club, on invite les clubs à aller la solliciter pour acheter ce matériel-là. Et on en parle aussi à la mutualisation de matériel, puisqu'il y a d'autres clubs qui ont peut-être ce matériel-là. Exactement. Si sont des fauteuils, c'est vrai que c'est un peu idiot que les fauteuils ne soient utilisés qu'une ou deux fois par semaine, alors qu'on pourrait peut-être les utiliser 10 fois. Ce sont des fauteuils adaptés à la pratique de tel ou tel sport. Et alors, les clubs inclusifs, ça représente quoi alors sur l'ensemble des clubs en France? Combien de clubs ont le label club inclusif? Alors, le programme Club Inclusif, c'est un dispositif, ça ne concerne pas l'ensemble des clubs qui accueillent. C'est-à-dire qu'en France, nous, aujourd'hui, on s'appuie sur le Handi Guide, qui est un outil du ministère des Sports, qui invite l'ensemble des clubs qui se déclarent en mesure d'accueillir des personnes en situation de handicap à se recenser dessus. Aujourd'hui, il y a à peu près 5000 clubs qui sont sur le Handi Guide. 5000 clubs recensés en disposition, qui sont capacité, on va dire, d'accueillir des personnes en situation de handicap. C'est ça. Après, à cela, nous, on a, par le programme Club Inclusif, sensibilisé 2300 clubs. Aujourd'hui, on devrait être à 2500 d'ici la fin de l'année civile 2025. La réalité, c'est qu'on a encore du mal à faire en sorte que l'ensemble des clubs qui ont fait ce programme-là aillent sur le Handi Guide, parce que c'est une démarche volontaire de leur part. On ne peut pas nous les forcer à s'y inscrire. Et après, on a aussi des clubs qui accueillent, des fois sans le savoir, parce que les personnes sur le handicap n'est pas toujours visible. Oui, c'est vrai qu'il y a des handicaps invisibles, bien évidemment. Et du coup, les clubs ne le savent pas qu'ils accueillent, mais le font, savent le faire. On a aussi des clubs qui accueillent, mais qui ne se déclarent pas comme étant en mesure d'accueillir. Donc ça veut dire que ça rend aussi une difficulté pour un pratiquant qui veut pratiquer, de ne pas forcément savoir vers qui se tourner, parce qu'il peut-être que le club à côté de chez lui peut l'accueillir, mais lui, en fait, le club ne communique pas, donc il ne va pas se tourner vers ce club-là. Donc c'est vraiment un peu un cheval de bataille qu'on mène depuis quelques années pour faire en sorte que tous les clubs qui ont cette volonté, qui se sentent capables de le faire, on les invite à communiquer sur leur volonté d'accueillir des personnes en handicap pour justement se dire demain, un usager en situation de handicap puisse trouver la pratique de son choix à proximité de chez lui dès demain. Écoutez, merci beaucoup Tristan, c'était très éclairant, en tout cas très concret, vous êtes allé dans le concret et je vous remercie beaucoup. Et puis on dit longue vie au programme et au club inclusif qui vont pouvoir accueillir toutes les personnes qui aimeraient bien faire du sport. Et on sait que c'est un de nos créneaux, évidemment, d'essayer de défendre le sport. Bien sûr, merci Bruno. Merci beaucoup. Bonne Tristan. journée.